Je me souviens encore de ce matin-là, avec une clarté presque douloureuse. Le soleil venait à peine de se lever sur le lac d'Annecy, projetant une lumière douce à travers les rideaux de lin. Comme chaque jour, j'étais debout avant tout le monde. J'aimais ce moment de calme avant que les hôtes descendent pour le petit déjeuner. Le parfum du pain chaud se mêlait à celui du café, et pendant quelques instants, tout semblait paisible, normal. Étienne n'était pas dans la cuisine, ce qui était déjà étrange. Il était toujours matinal, toujours prêt à réparer quelque chose ou à donner un coup de main. Je me suis dit qu'il devait être dans le jardin, ou peut-être dans la chambre d'amis, où Salomé avait passé la nuit. Elle était arrivée la veille pour faire les dernières retouches à sa robe de mariée. Dans 2 semaines, elle devait épouser notre fils Gaspard. Je me souviens avoir monté les marches, un plateau à la main, en fredonnant distraitement. Le couloir sentait encore la cire d'abeille et le linge frais. C'est alors que j'ai entendu des voix, étouffées, venant de la chambre d'amis. J'ai ralenti sans trop savoir pourquoi. Peut-être le ton bas, peut-être un instinct que je ne m'explique toujours pas. La porte était entrebâillée. À travers la fente, j'ai vu Étienne assis sur le bord du lit, Salomé debout devant lui, en chemise de soie. Ses mains étaient le posées sur ses hanches, d'un geste si familier que mon cœur s'est arrêté. Ils s'embrassaient, lentement, comme 2 personnes qui n'en étaient pas à leur premier secret. J'ai senti mes jambes se dérober. Mon souffle s'est coincé dans ma gorge, un cri que j'ai étouffé avec la main. C'était irréel, presque absurde. Mon mari, la fiancée de mon fils, dans notre maison, dans mon linge. Je me suis reculée sans bruit, le cœur battant à m'en faire mal. Et c'est là que je l'ai vu. Gaspard. Il était au bout du couloir, immobile, livide. Nos regards se sont croisés et j'ai compris tout de suite qu'il savait. Pas depuis ce matin, depuis bien plus longtemps. Il a fait un signe de tête discret vers la terrasse, comme pour me dire de le suivre. J'ai obéi machinalement, incapable de penser. Mes mains tremblaient tellement que je peinais à tenir la rampe. Le jardin était silencieux, sauf le clapotement léger du lac. L'air frais m'a frappé en plein visage, et seulement alors j'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Depuis quand tu le sais ?» ai-je murmuré, la voix étranglée. « Depuis plusieurs mois », a répondu Gaspard, sans me regarder. « Je voulais être sûre avant de te le dire. Je n'ai pas su quoi répondre. Mon propre fils vivait avec ce fardeau, et moi, je vivais dans l'illusion. J'ai trouvé des messages, des photos, a-t-il continué, la mâchoire serrée. Et puis, il y a autre chose, maman, quelque chose de plus grave que ça. Je me suis tournée vers lui, encore sous le choc, incapable d'imaginer pire que ce que je venais de voir. Pire que ça, il a hoché la tête, les yeux pleins d'une fatigue que je ne lui connaissais pas. Ce qu'ils font ensemble, ce n'est pas seulement une trahison, c'est un plan pour nous prendre la maison d'hôte, pour te la prendre à toi. Je suis restée là, figée, le regard perdu sur le lac d'un bleu laiteux. Le vent s'est levé doucement, faisant trembler les feuilles du saule. Je n'ai rien dit. À cet instant précis, je sentais que ma vie venait de basculer. Pas à cause d'un adultère, mais parce que, quelque part, quelqu'un avait décidé que je n'aurais plus ma maison, mon refuge, ma vie. Et tout cela avait commencé ce matin-là, le matin du choc. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Sur la terrasse, le vent faisait onduler les rideaux blancs que j'avais lavés la veille. Je les regardais flotter, incapable de parler. Gaspard était assis en face de moi, les coudes appuyés sur la table, le regard fixé sur ses mains. Il semblait plus vieux, d'un coup, plus dur aussi. « Maman, » commença-t-il doucement, « ce que je vais te montrer n'a rien d'un malentendu. Ce n'est pas juste une histoire d'adultère. C'est bien plus calculé que cela. » Il sortit une grande enveloppe de cuir de son sac. Dedans, des feuilles imprimées, des relevés bancaires, des copies de courriels. J'ai senti un nœud dans ma gorge avant même qu'il ne commence à parler. « Regarde !» dit-il en me tendant les papiers. J'ai découvert qu'il y a 6 mois, papa a créé une société, une SAS appelée Caradec Développement. Il en est le seul dirigeant. Je fronçai les sourcils.
Une société? Pour quoi faire? Officiellement, pour des investissements touristiques. Mais en réalité, il y a transféré une partie des revenus de la maison d'hôte. Et pire encore, il a signé un avenant chez le notaire sans toi. Je pris le papier qu'il me tendait. C'était une photocopie d'un document notarié, avec ma signature. Enfin, presque ma signature. À première vue, tout semblait en ordre, mais quelque chose clochait. Le tracé était trop régulier, trop appliqué. Ce n'était pas ma main. C'est une falsification, murmurai-je, la voix à peine audible. Oui, confirma Gaspard. Le notaire pensait que c'était toi. Papa a présenté des papiers d'identité. Tout semblait authentique. Il a utilisé ton nom pour garantir un prêt de 150 000 €. Je me suis sentie glacée. 150 000 €, en mon nom. Et moi, je continuais à servir des confitures maison en souriant aux touristes. Gaspard déposa ensuite une pile d'emails imprimés sur la table. Les en-têtes montraient un échange régulier entre Étienne et une certaine Madame Legrand, Horizon Hôtellerie. Horizon Hôtellerie, répétai-je, perdu. Une grande société parisienne spécialisée dans les hôtels de charme. Regarde la date de ce message. Je lus lentement, mot après mot. Nous confirmons notre intérêt pour le rachat de la Maison des Roseaux. La proposition inclut la modernisation du site en boutique resort, avec maintien symbolique du nom. Rachat. Le mot me frappa en plein cœur. Ils veulent acheter la maison. Exactement. Et papa leur a déjà envoyé les plans, les comptes, même les photos du jardin. Il a eu plusieurs réunions à Lyon et à Genève avec leurs représentants. Je me souvins soudain de ses déplacements professionnels qu'il faisait depuis quelques mois. Il revenait toujours avec un air fatigué, mais satisfait. Il disait que c'était pour rencontrer des fournisseurs. Je l'avais cru. Je posai les papiers, les mains tremblantes. L'odeur du café froid me monta au nez, désagréable. J'avais la nausée. « Et Salomé ?» demandai-je enfin. Gaspard haussa les épaules, amer. Elle était déjà dans le coup. C'est elle qui lui a présenté les investisseurs. Elle a travaillé pour Horizon avant de venir ici. Tout s'emboîtait. Sa façon de poser trop de questions sur les comptes, sa curiosité pour les papiers du notaire, ses compliments forcés sur la valeur du terrain. Je me levai lentement, la chaise grinçant sur le bois. Le lac scintillait en contrebas, paisible, indifférent. « Que comptes-tu faire ?» demanda Gaspard. Je respirai profondément. Une partie de moi voulait hurler, tout casser, les confronter immédiatement. Mais une autre partie, plus froide, plus lucide, prit le dessus. « Rien, pas encore, dis-je calmement. Nous allons faire comme si de rien n'était. Ils ne doivent pas savoir que nous savons. » Gaspard me regarda longuement. « Tu es sûr de toi ?» Je hochai la tête. « S'ils ont préparé un plan, nous en préparerons un aussi. Mais cette fois, ils ne seront pas les seuls à savoir jouer. » Et tandis que je rangeais les papiers dans l'enveloppe, j'ai compris que quelque chose venait de mourir en moi. Pas seulement la confiance, mais cette naïveté tranquille avec laquelle je voyais le monde. Le choc du matin avait ouvert la blessure. Ce jour-là, les mensonges, eux, venaient de se dévoiler. Le lendemain matin, j'avais à peine dormi. J'entendais encore les mots de Gaspard tourner dans ma tête comme un écho impossible à faire taire. Une société, des signatures falsifiées, une vente cachée, tout semblait irréel. Pourtant, je savais que je n'avais pas le luxe de me laisser submerger. Si je voulais sauver la maison d'hôte, il fallait agir vite et avec sang-froid. Gaspard connaissait un avocat à Chambéry, un ancien camarade de faculté. Il s'appelait Maître Arnaud Delcourt. Il avait une réputation solide dans le domaine du droit immobilier. Nous avons pris la voiture le jour même. Le trajet jusqu'à Chambéry m'a paru interminable. Je regardais les montagnes défiler sans vraiment les voir. Le cabinet de Maître Delcourt se trouvait dans un vieil immeuble en pierre claire avec une plaque discrète à la porte. L'intérieur respirait la rigueur et la tranquillité. L'homme, la cinquantaine, lunettes rondes et ton mesuré, nous accueillit avec courtoisie. « Asseyez-vous », dit-il calmement. « Gaspard m'a déjà expliqué les grandes lignes, mais j'aimerais entendre les faits de votre bouche, Madame Karadec. » Je lui ai tout raconté. Les documents falsifiés, la société créée dans mon dos, les mails d'Horizon Hôtellerie. Ma voix tremblait un peu, mais je suis restée claire. À la fin, il a pris quelques notes,
puis a levé les yeux vers moi. Ce que votre mari a fait entre dans le cadre du faux et usage de faux, ainsi que de la fraude patrimoniale. Nous allons déposer une plainte pénale immédiatement. Cela enclenchera une enquête. Je l'ai regardé, un peu perdu. Et pendant ce temps, il pourrait continuer à agir ? Non, répondit-il en hochant la tête. Nous allons aussi déposer un référé pour demander le gel des avoirs de la société Caradec Développement. Cela empêchera toute transaction financière ou vente. Il expliqua ensuite qu'une opposition serait déposée auprès du service de la publicité foncière d'Annecy pour bloquer tout transfert de propriété. Enfin, il allait prévenir la banque afin que plus aucune opération ne soit validée avec ma signature. J'étais impressionné par la précision de tout cela. C'était un autre monde, celui des procédures et des délais, mais je m'y accrochais comme à une bouée. Gaspard posait des questions, notait chaque détail. Moi, je restais silencieuse, concentrée sur une seule idée, reprendre le contrôle. « Il faudra aussi être prudent à la maison », ajouta maître Delcourt. « Si votre mari et cette jeune femme se doutent que vous savez quelque chose, ils risquent de réagir. Gardez la façade intacte, du moins jusqu'à ce que les mesures soient effectives. » Je hochai la tête. C'était exactement ce que je comptais faire. En sortant du cabinet, Gaspard me demanda « Tu penses vraiment que tu pourras leur parler comme si de rien n'était ?» J'ai servi des centaines de clients avec le sourire même les jours où je voulais pleurer, répondis-je simplement. Alors oui, je peux le faire encore un peu. Sur le chemin du retour, nous avons aussi pris une décision importante, reporter le mariage. Il fallait un prétexte crédible. Nous avons inventé que ma sœur, installée à Nantes, avait eu un accident léger mais nécessitant quelques semaines de repos. Gaspard s'en chargerait. Quand nous sommes rentrés à la maison d'hôte, le crépuscule tombait sur le lac. Étienne était sur la terrasse avec Salomé, un verre de vin à la main. Ils riaient doucement, comme un couple en vacances. En les voyant, j'ai senti une douleur sourde, mais je n'ai rien laissé paraître. « Alors, la journée ?» demanda Étienne d'un ton léger. « Épuisante ?» ai-je répondu en souriant. « Des courses, des réservations à confirmer, les choses habituelles. » Salomé me sourit avec douceur, presque trop. « Vous devriez vous reposer un peu, Héloïse. Vous avez l'air fatiguée. »« Oui, peut-être, » ai-je murmuré. « Ce n'est qu'un peu de tension. » En rentrant dans la cuisine, j'ai pris une grande inspiration. Maître Delcourt lançait les démarches dès le lendemain. D'ici quelques jours, tout serait bloqué. Pour l'instant, je devais jouer mon rôle, sourire, servir le thé, faire comme si de rien n'était. Leur jeu avait commencé depuis des mois. Le nôtre, désormais, venait juste de commencer. Les jours qui ont suivi ont été d'une étrange tranquillité. À la maison des Roseaux, tout semblait comme avant. Les hôtes prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, les rires se mêlaient au bruit léger des tasses, et le parfum du café se mêlait à celui des rosiers. Pourtant, sous cette apparente normalité, chaque geste, chaque mot cachait une tension sourde. Je jouais mon rôle avec soin. Je servais les confitures, souriais aux touristes, échangeais des banalités sur la météo. Et tout en rangeant les assiettes, j'observais. Étienne parlait souvent à voix basse avec Salomé. Parfois, leurs regards se croisaient un peu trop longtemps. D'autres fois, ils s'éloignaient discrètement sous prétexte d'aller vérifier les réserves. J'avais appris à ne plus me laisser troubler par la colère. Ce n'était pas le moment. Un matin, alors que je servais le petit déjeuner, Étienne m'aborda avec son ton le plus naturel. « Héloïse, j'ai réfléchi à quelque chose. La maison aurait bien besoin d'un petit coup de neuf, non ? Peut-être moderniser un peu, ajouter quelques équipements, un spa, une salle de séminaire, quelque chose de plus actuel. » Je levai les yeux vers lui en essuyant mes mains sur mon tablier. « Un spa ? C'est une idée ambitieuse. Mais tu sais, pour modifier une bâtisse comme celle-ci, il faudrait peut-être d'abord vérifier si elle ne pourrait pas être classée site patrimonial remarquable. » Je le dis d'un ton léger, comme une simple suggestion, mais je vis son regard changer aussitôt. « Classé ?» répéta-t-il, un peu trop vite. Ce serait inutile et surtout très contraignant. Cela bloquerait toute amélioration. « Peut-être », répondis-je avec un sourire calme. « Mais cela protégerait aussi notre patrimoine, non ? C'est une vieille maison. Elle mérite d'être préservée. »
Salomé, qui préparait des viennoiseries à côté, leva la tête. « Je pense qu'il faut vivre avec son temps, dit-elle. Les touristes aiment le charme de l'ancien, mais ils veulent le confort du moderne. » Sa voix était douce, mais son ton trahissait l'impatience. Je me contentais de hocher la tête, comme si je comprenais. En réalité, j'avais envie de rire. Il pensait encore contrôler le jeu. Dans l'après-midi, les hôtes étaient sortis visiter le lac, et la maison était silencieuse. Je rangeais le linge propre dans l'armoire du couloir quand j'ai entendu leur voix dans la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte, comme souvent. « Étienne, il faut accélérer, disait Salomé, le ton bas mais ferme. Les acheteurs commencent à perdre patience. Si nous attendons encore, l'offre risque de tomber. »« Je te l'ai dit, répliqua-t-il d'une voix tendue, il y a des formalités à régler. Ce genre de transaction ne se fait pas du jour au lendemain. »« Des formalités ? Ce sont des excuses, Étienne. Nous devons signer avant la fin du mois, sinon tout s'écroule. » Je restais immobile, retenant mon souffle. Leur voix vibrait d'une nervosité que je ne leur avais jamais entendue. « Tu crois que je ne veux pas ?» répondit-il plus bas. « Mais il y a des choses qui bougent en ce moment, des documents qui prennent du retard. » Elle soupira. « Tu veux dire qu'il se doute de quelque chose ?» Un silence lourd suivit, puis il ajouta « Non, pas encore. Mais il faut rester prudent. » Je m'éloignais doucement, le cœur battant. Ils commençaient à sentir que quelque chose leur échappait. Les mesures juridiques n'étaient pas encore toutes effectives, mais déjà, leur panique trahissait leur peur. Je descendis dans la cuisine et pris une profonde inspiration. Tout se mettait en place. Leurs masques tombaient lentement, un à un. Ce soir-là, je servis le dîner comme si de rien n'était. Étienne me parla de rénovation, Salomé fit des plans imaginaires, et moi, je hochais la tête, attentive. Mais dans mon esprit, une seule pensée revenait, qu'ils continuent à jouer, qu'ils croient encore avoir la main, car bientôt, très bientôt, ils allèrent comprendre qu'ils n'étaient plus les seuls à tirer les ficelles. Ce soir-là, Étienne m'invita à dîner en ville. Il disait vouloir retrouver un peu de nous, comme au début, quand la maison d'hôte n'était encore qu'un rêve. J'ai accepté sans hésiter, même si je savais très bien pourquoi il voulait m'éloigner. C'était prévisible, presque banal, comme un dernier acte dans une pièce dont je connaissais déjà la fin. Je me suis préparée avec soin. Une robe simple, un foulard bleu, un parfum discret. Dans le miroir, j'ai vu une femme calme, plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Avant de partir, j'ai glissé un regard vers Gaspard. Il était dans le bureau, feignant de classer des dossiers. Il savait ce qu'il devait faire, surveiller. Nous sommes partis à 19h. Étienne conduisait lentement, parlant du passé, de nos débuts à Annecy, de nos premiers hôtes. Sa voix semblait sincère, presque nostalgique. Je l'écoutais sans répondre. J'avais appris à ne plus me laisser attendrir par ses mots. Au restaurant, il choisit une table dans un coin tranquille. Il commanda du vin rouge, mon préféré. Pendant qu'il me servait, il me regarda longuement. « Tu sais, Héloïse, malgré tout, je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Je soutins son regard. « Ce qui est fait, dis-je simplement. » Il détourna les yeux. Pendant tout le repas, il parla de projets, de voyages, de cette idée ridicule de nouvelle vie sur la côte. Je le laissais rêver à voix haute, tandis que mon esprit restait fixé sur la maison. Vers 20h30, mon téléphone vibra discrètement dans mon sac. C'était Gaspard. Un seul message. « Ils sont là. » Mon cœur s'accéléra. Je reposai ma fourchette et dis d'une voix tranquille. « J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je reviens juste un instant. » Étienne protesta, voulant m'accompagner, mais je l'en empêchai avec un sourire. « Reste, je ne serai pas longue. » Je pris un taxi et appelai Gaspard en chemin. « Que se passe-t-il » 2 hommes sont arrivés. Salomé les a fait entrer par la porte du jardin. Ils transportent des valises et sortent des dossiers du bureau. J'ai prévenu le commissaire Roussel. L'équipe est déjà en route. Quand j'arrivai à la maison d'hôte, les phares de la police éclairèrent la cour. Les agents de la police judiciaire encerclèrent la propriété. Salomé était dans le hall, figé, une valise à la main. 2 hommes, vêtus de sombre, tentèrent de fuir par la véranda. « Police, ne bougez pas !» cria une voix ferme.
Tout se passa vite. Les hommes furent plaqués au sol, menottés. Salomé, livide, tenta de se justifier, balbutiant qu'elle ne comprenait pas. Son regard croisa le mien un instant, plein de panique. Je n'ai rien dit. Quelques minutes plus tard, la voiture d'Étienne entra dans l'allée. Il freina brusquement en voyant les gyrophares. 2 agents s'avancèrent vers lui. Le commissaire Roussel s'approcha calmement. « Monsieur Étienne Karadec ? Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, usage de faux et tentative de détournement de biens. » Il resta figé, incapable de parler. Quand il me vit, il eut un sursaut, comme s'il espérait encore que tout cela n'était qu'un malentendu. « Héloïse, tu ne comprends pas, ce n'est pas ce que tu crois. » Je le regardai droit dans les yeux. « Si, Étienne, pour une fois je comprends très bien. » Les agents l'emmenèrent, tandis que Salomé éclatait en sanglots dans la voiture de police. Les voisins, attirés par les lumières, observaient depuis la grille. La façade parfaite de notre famille venait de s'effondrer au grand jour. Quand les voitures quittèrent la cour, le silence revint, lourd et étrange. Le jardin, éclairé par la lune, semblait presque paisible. Gaspard s'approcha de moi. « C'est fini, maman. » Je hochai la tête, sans répondre. Non, ce n'était pas encore fini. Il faudrait du temps pour recoller les morceaux, pour retrouver un sens à tout cela. Mais la vérité, au moins, était sortie de l'ombre. Et sous ce ciel clair d'Annecy, je savais qu'à partir de ce soir, plus rien ne serait jamais caché derrière les sourires. Les mois qui ont suivi l'arrestation ont été à la fois longs et étrangement calmes. La maison d'hôte paraissait vide, sans les voix d'Étienne et de Salomé, mais je n'ai jamais ressenti ce silence comme un vide. C'était un apaisement, un retour à moi-même. Le procès eut lieu au printemps suivant. Tout s'y déroula sans éclat, sans grand drame. Étienne reconnut les faits, sur les conseils de son avocat. La fraude, les signatures falsifiées, la tentative de vente illégale. Il écopa d'une peine de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Grâce à sa confession, la procédure fut rapide. J'obtins le divorce et la maison d'hôte me fut attribuée entièrement. Avec l'aide de Maître Delcourt et du commissaire Roussel, la plupart des fonds détournés furent récupérés. Il restait des traces de virements sur des comptes en Suisse et à Monaco, mais l'essentiel fut rapatrié. C'était étrange de revoir sur mes relevés ces chiffres qui, autrefois, n'avaient qu'une valeur pratique. À présent, ils symbolisaient autre chose, la restitution d'une vie volée. Gaspard reprit naturellement la gestion quotidienne de la maison des Roseaux. Il apporta sa touche, plus moderne, plus lumineuse. Les clients revenaient, certains par curiosité, d'autres par fidélité. Le scandale, au fond, avait fait de notre histoire un sujet dont on parlait encore autour du lac. Mais je n'en avais plus honte. Un après-midi d'été, alors que je rangeais des draps dans la buanderie, Gaspard entra avec une lettre à la main. « C'est pour toi », dit-il en la déposant doucement sur la table. « Ça vient de la prison d'Ayton. Je l'ai reconnue tout de suite. L'écriture d'Étienne, un peu tremblante, mais familière. J'ai hésité un moment, puis je l'ai ouverte. Il ne cherchait pas à se justifier. Il disait avoir tout perdu par orgueil, par lassitude, par peur de vieillir. Il racontait le vide qu'il ressentait, les nuits sans sommeil, le bruit métallique des portes qu'on referme derrière soi. À la fin, il écrivait simplement « Je ne demande pas ton pardon, Héloïse, seulement que tu vives enfin sans moi. Ce sera ma seule consolation. » Je suis resté longtemps immobile après avoir lu ces lignes. Pas de colère, pas de soulagement non plus. Juste une forme de paix étrange. Peut-être que quelque part, il avait fini par comprendre ce qu'il avait détruit. L'automne suivant, la maison d'hôte avait retrouvé sa douceur. Les murs avaient été repeints, les chambres rafraîchies, le jardin resplendissait. Gaspard avait planté de nouvelles lavandes près des rosiers. Le parfum, le soir, se mêlait à l'air frais des montagnes. Je passais souvent du temps dans le jardin. C'était devenu mon refuge, mon espace de réflexion. En regardant les rosiers que j'avais plantés des années auparavant, je pensais à tout ce qui s'était effondré et à tout ce qui avait tenu malgré tout. Un matin, alors que la brume se levait sur le lac, j'ai compris que je n'attendais plus rien du passé. Ni excuse, ni explication. La maison d'hôte n'était plus seulement un lieu de travail.
C'était ma maison, ma liberté retrouvée. Gaspard sortit sur la terrasse, une tasse de café à la main. « Les réservations pour l'hiver sont presque complètes », annonça-t-il en souriant. Je souris à mon tour. « Tu vois, la vie continue. » Il hocha la tête. Le soleil perçait doucement à travers les arbres, faisant scintiller les gouttes de rosée sur les pétales. Je me suis dit que, peut-être, le bonheur ressemblait à cela. Une lumière simple, discrète, après la tempête. Et ce matin-là, parmi les rosiers et les lavandes, j'ai su que c'était enfin un nouveau départ. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.